Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui, on va terminer un petit peu les lectures du mois de décembre. Il y en a eu quand même pas mal et on va commencer avec une petite duologie dans un petit univers fantasy avec des loups et de la mythologie nordique. J'ai lu Nos âmes louves de Juliette Pearce, publié chez Black Ink Éditions, qui a été une lecture d'une intensité incroyable. C'est très addictif et on va découvrir des loups comme jamais personnellement je n'en ai vu. On suit Freya, une jeune fille qui n'est que demi-louve. Même si ses parents sont des loups entiers et chefs de meute, elle n'arrive pas à se transformer, mais elle a quand même les pouvoirs du loup, de sa meute, des capacités assez extraordinaires. Mais voilà, elle ne se sent pas tellement à sa place, elle a l'impression d'être un petit peu une petite chose en trop. Elle va partir pour s'éloigner puisqu'elle a besoin de se retrouver et là elle va devoir retourner dans sa meute puisque sa mère est décédée. Suite à cela, elle va devoir faire un choix et celui-ci pourrait bouleverser sa vie parce qu'il va falloir qu'elle se trouve rapidement un alpha avec qui se marier pour prendre la tête de la meute à laquelle elle appartient. Mais c'était sans compter sur l'Ève, un mystérieux alpha d'un autre pays qui va débarquer et plein de secrets vont être révélés. Alors ce premier opus m'a totalement embarquée. Moi j'ai été subjuguée par la plume de Juliette Pearce. J'ai été absorbée par l'univers de la mythologie nordique qui se dépeint petit à petit. Pour l'instant, dans ce tome-là, ça reste mystérieux, mais on a toujours envie d'en savoir plus. On apprend à découvrir Freya, sa meute, les pouvoirs de sa meute, mais aussi d'autres loups de d'autres meutes, les capacités de ces loups et la façon dont ils vivent dans leur pays, la façon dont ils utilisent la nature à leur escient. C'était vraiment passionnant. Juliette Pearce, elle a créé une atmosphère qui est très addictive, une atmosphère qui est empreinte de mystère parce que sur tous les sujets que je vous ai cités précédemment, on se pose des questions, on s'interroge, on se demande où elle veut nous emmener et on se pose surtout des interrogations qui concernent Freya, puisqu'on sent qu'elle est bien plus que ce qu'elle est, et c'est souvent le cas dans ce genre de fantasy. À travers ce roman, j'ai eu l'impression de faire partie d'une grande famille, parce que on découvre Freya, on découvre les liens qui unissent les membres d'une meute, on est dans un univers qui vous embarque, un univers qui vous fait chaud au cœur. Et on a des relations d'amitié très fortes, on a des relations d'amour. Attention, pour ceux qui n'aiment pas les triangles amoureux, il y en a un pseudo dans cette première partie de saga. J'ai ensuite enchaîné avec le tome 2, qui a été encore plus incroyable que le premier. Le tome d'avant nous emmenait dans quelque chose de plus descriptif, de plus introductif pour mettre l'univers en place, les dilemmes qui travaillent les personnages et notamment celui de Freya, et celui-ci nous emmène dans un combo d'action et de révélation. On en apprend plus sur l'implication des dieux nordiques, sur l'incidence qu'ils ont, sur leur lien avec les meutes et sur aussi les conflits qui existent entre les lycanthropes. C'était vraiment intéressant, ça m'a tenu en haleine. Les relations entre les personnages prennent une toute nouvelle tournure, on a des retournements de situation de dingue, on est dans une course contre la montre qui ne vous laisse aucun répit, c'était incroyable. Juliette Pearce mêle le divin aux créatures fantastiques et j'ai trouvé ça génial. C'était profond, c'était bien fait, c'était pas tiré par les cheveux, non, on est vraiment embarqué dans cette histoire, aussi bien dans la partie fantasy que dans la partie romantasy. J'ai vraiment adoré tout ce qui tourne autour et la morale que nous importe la duologie. Pour moi, ce diptyque, c'était un condensé d'action, de révélation, c'était addictif, c'était mystérieux.
C'était magnifique, c'était mystique, c'était haletant. Enfin bref, je ne peux que vous encourager à découvrir cette saga, enfin cette duologie plutôt. Dans ce point lecture, il y a encore pas mal de romans qui font référence à la période des fêtes de fin d'année. Et cela est normal parce que ce sont mes lectures du mois de décembre. Et j'ai lu une romance que j'ai acquis l'année dernière. Il s'agit de La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. White, qui est une autrice que j'aime beaucoup en romance. Ce roman apparemment va avoir une suite, mais il peut se lire de manière totalement indépendante et la fin peut être une vraie fin en soi. On va y suivre Zoé, une jeune femme qui est passionnée par les fêtes de Noël, mais elle aime tellement ça qu'elle en a fait son métier. Elle travaille à New York et elle embellit des lieux où il y a du public pour les fêtes de fin d'année. Elle organise des réceptions, des soirées, enfin tout ce qui touche à la magie, à Noël, au moment de convivialité. Enfin, c'est vraiment son truc. Elle adore ça. Elle adore organiser, elle adore décorer, elle adore dénicher les petites merveilles dans les magasins. Mais cela lui prend tellement de temps au mois de décembre qu'elle voit rarement sa famille et que habituellement elle ne peut pas passer Noël avec eux. Cette année c'est différent, elle a décidé de prendre des congés même si elle a 2-3 choses à superviser et donc elle décide de retourner dans sa famille et passer les fêtes en leur compagnie. Seulement, elle n'avait pas prévu qu'un journaliste l'accompagnerait, Ethan si je me souviens bien, c'est ça. Et celui-ci est totalement anti-Noël, il déteste ça. Il ne comprend pas du tout l'engouement autour de cette période de l'année. Donc il l'accompagne, mais voilà, c'est vraiment un poids, c'est le Grinch de Noël si vous voulez. Et d'ailleurs, il le surnomme Scrooge dans le livre. Il va être dans une famille qui a la même mentalité que notre Zoé. Pour lui, c'est un véritable enfer. Donc, on est vraiment dans la préparation de cette période de l'année dans ce roman-là, avec une héroïne qui est assez folle, mais sa famille l'est aussi, et un héros qui va devoir s'adapter. Sauf que cela ne va pas être facile. Donc, entre les deux personnages, ça fait des étincelles, mais c'est beau, il y a de l'humour, on est dans une atmosphère familiale, bienveillante. Enfin, c'est une histoire très très légère, mais une histoire qui fait du bien. On a clairement un schéma classique de romance de Noël. Il n'y a rien d'original. On a les moments en famille, on a les moments de décoration, on a les moments pâtisserie avec des petites activités également hivernales. On a l'atmosphère et l'alchimie qui se dépeint entre nos personnages. Ça se déroule assez vite au niveau de la romance, mais en soi la façon dont c'est narré ne m'a pas choquée. C'était mignon tout plein. Ici on n'a pas de drama inutile, on est vraiment dans tout ce qui caractérise l'amour et la bienveillance. J'ai passé un chouette moment. Mais voilà, ce n'est pas non plus un roman qui restera inoubliable à mes yeux. On reste sur la thématique des fêtes de fin d'année, mais on va plutôt partir sur le nouvel an avec Inoubliable, qui est un roman qui contient 4 histoires de 4 autrices. Donc il y a Amanda Bell, Belinda Bourne-Smith, Katia Lazan et Elle Sevno, et c'est publié chez les éditions Cyplug. J'avais eu ce roman en salon. Et d'ailleurs, j'ai les 4 dédicaces des autrices. C'était un chouette moment. Voilà. Et j'ai une dédicace en fait avant chaque nouvelle. Et on va suivre Baptiste, Loïc, Luc et Milo. Donc ils sont 4 amis. Ils ont grandi ensemble, mais avec la vie professionnelle, ils se sont un peu éloignés. Mais ils ont toujours des moments où ils se retrouvent. Et là, pour le 31 décembre, à l'arrivée de la nouvelle année, c'était un de ces moments-là. Ils sont invités dans une maison incroyablement splendide à venir faire la fête. Ils y vont et chacun va rencontrer une femme soit en lien avec leur passé, soit en lien avec une activité ou simplement une rencontre faite sur place. Leur histoire commence pendant cette soirée, mais se prolonge durant plusieurs mois, sauf que bien entendu, on n'est pas sur une histoire qui dure dans le temps, parce qu'on est sur des nouvelles. C'est-à-dire qu'on a à peu près 100 à 150 pages
par personnage et on découvre l'histoire de celui-ci au Nouvel An, puis l'histoire d'un autre au Nouvel An, et en fait chaque nouvelle se termine avec l'histoire qui se déroule de telle ou telle façon avec leur conquête. Donc c'était vraiment très très chouette, très très mignon, et les histoires se complètent parce que quand on a un point de vue, on découvre un autre point de vue de la soirée et on voit aussi les personnages interagir ensemble et ainsi de suite. C'était vraiment très très sympa. J'avais un petit peu peur en commençant ce roman, il me tentait parce que ce sont des autrices que je connais de nom et que j'ai lues pour la plupart, et j'avais bien aimé leurs écrits, donc c'est vrai que j'étais très très curieuse de voir ce que ça donnait, mais je ne suis pas une grande fan du format nouvelle en général, ce n'est pas celui qui me convient le plus. Alors j'avais peur du tout de pas apprécier, et finalement j'ai totalement accroché. J'ai lu une petite nouvelle par soir, donc un coup c'était sur Baptiste, un coup c'était sur Loïc, un coup c'était sur Milo et un coup c'était sur Luc, et finalement j'ai bien aimé. On a de belles valeurs qui touchent au bien-être animal, qui touchent à la reconversion professionnelle, aux retrouvailles d'un premier amour, plein de petites choses comme ça, au handicap aussi, j'avais beaucoup apprécié ça, à la diversité en fait en soi, et on a des beaux messages d'amour, de bienveillance, c'est assez tendre, c'est mignon, et on a des liens d'amitié forts qui unissent les personnages. J'ai lu le tome 5 de Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista. Donc c'est publié aux éditions Vent d'Ouest, et moi j'ai adoré cette bande dessinée, j'ai passé un chouette moment. Je trouve que l'histoire de Sorceline prend une autre tournure. Mais déjà, qu'est-ce que c'est Sorceline? Sorceline, c'est une jeune fille, c'est son prénom, qui rêve de devenir fantasticologue, c'est-à-dire qu'elle veut être dans le soin aux créatures magiques. Donc pour cela, elle va arriver sur une petite île, elle va être dans le manoir d'un professeur et elle sera présente avec un groupe d'élèves là-bas, et il va se passer de drôles de choses autour des créatures fantastiques. Voilà, je vous fais un bref résumé de tous les tomes, c'est très très vague. Vous avez mes anciens points lecture sur la saga et les vlogs où j'en parle avec plus de précision. Vous pouvez aussi retrouver mes avis sur Instagram, tout est en ligne normalement. Et donc ce tome 5, je l'ai trouvé très très différent des autres. Il y a une ambiance qui est beaucoup moins enfantine, qui est beaucoup plus sombre, où on va plonger dans quelque chose de magique mais pas facile. On a un certain nombre de mythes qui vont prendre une place beaucoup plus importante, mais surtout des révélations qui concernent nos personnages principaux et qui vont remettre toutes les croyances en question. On a toujours un graphisme sublime. Je peux pas vous faire d'insert avec cette bande dessinée puisqu'on est sur un tome 5 et je veux pas faire de spoil, mais pour vous montrer la première page, voilà à quoi ressemble le graphisme. On a beaucoup d'images qui mettent en avant la nuit parce que forcément avec les créatures on n'a pas trop le choix, mais moi j'adore les couleurs, j'aime beaucoup l'atmosphère. Enfin, je vous en montre pas plus puisque voilà, je risque de vous dévoiler l'intrigue, mais c'était vraiment très très chouette. Et je sens que si ici on est sur la fin d'un premier arc, le second arc de la saga va prendre une tournure plus intéressante, plus condensée en action, et je sens qu'on n'est pas au bout de nos peines niveau révélation. J'ai lu l'acte 3 de Greka de Lizzie Amaro qui sort le 16 janvier si je vous dis pas de bêtises, ou 18, qui est la fin de la trilogie. Une trilogie de science-fiction que j'aime énormément. On est sur la planète Greka qui a été colonisée par l'humanité parce que voilà, sur la Terre c'était pas ça, et on découvre un petit peu cette planète, on découvre la politique de celle-ci, et on suit particulièrement quelques personnages qui sont Cyanel, Nathanéon et Eliès, et bien d'autres dans leur groupe. Donc je vous en dis pas plus concernant le résumé, mais n'hésitez pas à aller voir les avis où je vous parle du tome 1 et du tome 2 si vous êtes curieux. Moi j'ai adoré cet acte 3, je l'ai trouvé vraiment très palpitant. J'ai eu du mal à le lâcher, j'ai énormément de difficultés à lire en numérique ces derniers temps, et pourtant celui-ci, je l'ai totalement
gobé. J'avais très envie de connaître ce qui arrivait à nos protagonistes. Parce que Lizzie Amaro, elle est professionnelle dans les fins sadiques. Et ce tome, la fin ne me convient pas du tout. Voilà. Je trouve que c'est parfait comme a fait Lizzie Amaro, mais elle ne me convient pas du tout. J'aurais trop aimé autre chose. Voilà, je vous en dis pas plus, mais peut-être que on aurait un spin-off, une suite qui pourrait s'envisager. Enfin, Ophélie, si tu passes par là, est-ce que tu peux convaincre Lizzie Amaro pour avoir quelque chose qui continue, puisque je suis dans la frustration intense. Donc l'histoire, comme je vous disais, elle reprend là où l'acte 2 s'arrête et c'est vraiment très palpitant. On apprend plein de choses, on découvre beaucoup d'éléments et surtout on comprend ce qui arrive à nos protagonistes dans le tome précédent. La partie un petit peu plus fantastique, fantaisiste dans ce monde de science-fiction prend une tournure beaucoup plus précise, une tournure plus compréhensible. Et le lien qui unit les personnages devient vraiment incroyable. On a un autre regard là-dessus, on comprend vraiment les personnages et personnellement j'ai adoré l'amitié et l'amour qui peut les unir. L'histoire a des enjeux qui sont de plus en plus forts et les personnages sont en danger plus que jamais. Et croyez-moi, l'autrice ne les épargne pas, non. Ils en voient vraiment de toutes les couleurs et personnellement j'ai eu peur pour eux tout au long. En terminant ce livre, j'ai eu vraiment du mal à poser des mots, ne serait-ce que pour vous mettre mon avis sur Instagram, mais aussi dans mon carnet de lecture, puisque je notifie toutes mes lectures dans un carnet, et ce carnet me sert pour vous en parler en point lecture, parce que forcément je lis tellement de livres que des fois j'ai besoin de me remémorer un petit peu mon ressenti pour pouvoir vous le relater à l'oral, mais aussi quand j'écris pas mes chroniques tout de suite sur le moment, ça me permet de vous les rédiger sur Instagram. Et poser des mots sur mon carnet avait été genre impossible. Je ne savais pas que penser de cette fin, je ne savais pas comment vous parler de ce bouquin sans aucun spoiler et en même temps en fait le ressenti que j'ai eu était vraiment très indescriptible, très fort. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec cette trilogie, j'ai totalement vibré. Dans tous les cas, pour ceux qui ne sont pas des habitués du genre de la science-fiction, Greka, ça reste une trilogie qui est très accessible. Il y a un peu de romance, on a des relations d'amitié, mais surtout le vocabulaire est très compréhensible. On n'est pas du tout dans de la hard SF, on est dans quelque chose qui mêle un peu le côté science-fiction, côté fantasy, et on a une petite touche de romance qui fait que on rentre beaucoup plus facilement dans l'histoire. Donc si vous voulez vous lancer, je vous conseille fortement cette saga. On repart dans une ambiance de Noël avec Noël, amour et autres tracas de Anna Wendel. Donc c'est pareil, j'ai eu ce livre à un salon avec la petite dédicace de l'autrice. Et cette histoire me plaisait bien au vu de son résumé, mais aussi au vu de sa couverture qui me mettait totalement dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Et ça n'a pas du tout été ma meilleure lecture de Noël, je pense que c'était la moins bonne. Alors j'ai quand même passé un bon moment, mais j'ai trouvé que c'était un roman qui manquait de développement. On va y suivre Amy. Amy, elle a vraiment beaucoup de mal à se remettre d'une rupture amoureuse. Elle est dans un état pas possible et sa meilleure amie s'est donné comme défi d'avoir 30 jours pour la remettre sur pied et pour ça elle va l'emmener au Canada. Là-bas elles vont participer à un bal masqué et Amy va craquer et avoir un petit coup d'un soir à ce bal masqué. Mais elle ne s'attendait pas à retrouver ce petit coup d'un soir dans un des chalets dans lequel elle est en vacances avec sa meilleure amie et elle ne s'attendait pas non plus à ce que ce soit le frère de celle-ci. Donc celui-ci est propriétaire des chalets de ce lieu de vacances qui reproduit un village de Noël où il y a des activités liées à cette période de l'année et elles vont devoir aider celui-ci à remettre ce petit village en état pour le faire fonctionner à Noël. Donc on est vraiment là-dedans avec des activités liées à Noël, on a des rennes, on a des boutades entre les personnages, on a la petite attraction et c'était sympa. Mais
On nous parle aussi d'un vécu difficile des personnages et j'ai trouvé que ce vécu était un peu trop passé sous silence, était trop léger. Il manquait de profondeur en fait pour que je sois touchée par les personnages, touchée par leurs relations et pour qu'il y ait plus d'émotion, parce que moi quand je lis de la romance c'est pour ressentir de l'émotion et pas seulement être passive devant une histoire qui se développe assez vite. J'aime que ça fasse vibrer, j'aime que les thématiques me touchent d'une façon ou d'une autre. Je demande pas à ce qu'on aille dans le drama, mais voilà, que j'ai un peu des frissons, que j'ai envie de rire, enfin que ça déclenche une réaction chez moi tout simplement. Je pense que ce livre faut simplement le voir comme une petite nouvelle pour les fêtes de fin d'année. Il faut pas rechercher quelque chose de beaucoup plus profond. Il faut pas le voir comme un roman complet, mais simplement une petite dose d'ambiance pour se mettre dans une bulle de bien-être et se mettre dans l'atmosphère de Noël. J'ai lu le tome 3 des Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kurage et c'est publié chez Kiun. Alors ça fait un long moment que j'ai commencé les Carnets de l'apothicaire parce que j'avais lu le tome 1 à la sortie de celui-ci, mais j'avance vraiment très lentement dans la saga. Elle me plaît beaucoup, j'adore suivre Mao Mao, cette jeune femme issue du quartier des plaisirs qui arrive dans le palais de l'empereur et qui s'occupe des maîtresses de celle-ci. Elle est spécialisée dans tout ce qui touche au poison et donc voilà, ses talents vont être mis à profit. J'avais vraiment beaucoup aimé l'atmosphère, j'aime énormément le graphisme, c'est pareil, je vous fais pas d'insert mais je vous montre simplement 2-3 petites pages parce que je ne veux absolument pas spoiler, mais c'est pour que vous puissiez voir qu'on a un joli trait fin, voilà, c'est vraiment un manga qui est plaisant à regarder, qui est empreint de douceur et j'avais beaucoup aimé les interactions de Mao Mao avec les personnages que l'on rencontre, les maîtresses du roi, mais aussi les autres serviteurs du palais. On est dans une ambiance très palpable et on sent un petit peu l'atmosphère et les thématiques qui étaient sous-jacentes à l'époque. Mais j'ai trouvé cet opus très différent des autres, déjà parce que l'histoire ne se déroule plus au sein du palais impérial, mais on va découvrir le quartier des plaisirs d'où est originaire notre héroïne. Ce quartier est très différent et est beaucoup plus sombre que ce à quoi on est habitué, mais en même temps j'ai trouvé que l'histoire était assez longue et j'avais d'autres attentes concernant cet opus. Ces autres attentes, je ne peux pas vous les citer sans vous spoiler les tomes précédents. Et celui-ci va amener quand même des choses liées à ses attentes, mais elles ne sont pas encore développées et je pense que cela sera mis en avant dans la suite. À voir, après, cela ne reste qu'une supposition. Par contre, j'ai apprécié voir les relations des personnages qui se dessinent beaucoup plus en profondeur, qui prennent une toute autre tournure. On voit les expressions sur les personnages se créer, on voit les petits tourments et c'est les choses que j'adore, c'est des petits trucs qui pour moi créent de l'intensité. J'aime aussi ce petit côté enquête qu'il y a dans chaque tome, puisque Mao Mao essaie de découvrir la vérité sur les poisons et leurs incidences, les choses liées aux plantes et à ses connaissances en tant qu'apothicaire. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'ai encore passé un beau moment. La dernière romance de Noël que j'ai lue, il s'agit d'un roman de mon autrice fétiche. Je vous laisse 2 petites secondes pour deviner. Ça y est, vous avez trouvé? Il s'agit de Christmas Park de Anatrice. On est dans un parc d'attractions qui est lié à Noël et on a une héroïne qui déteste cette période de l'année, qui a un humour totalement noir et elle a besoin absolument de décrocher le poste de babysitter d'un des hauts dignitaires du parc pour les enfants de celui-ci, bien entendu, pas pour lui. Je me suis un petit peu mal exprimée, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Donc, elle se prépare à aller, sauf qu'il faut savoir que ce parc d'attractions a une particularité, c'est qu'il a un côté pour les adultes, avec une tournure réservée à tout ce qui est coquin. Je mets le coquin entre guillemets, je pense que vous voyez où je veux en venir. Donc on suit cette héroïne qui va découvrir du coup les enfants de notre PDG en question, qui a un air de Jason Momoa, je n'en dis pas plus. Et entre deux, ça va tout de suite être électrique. Elle a un humour noir, lui c'est un homme assez grincheux, autoritaire,
qui est vraiment cadrée dans ses règles, et elle, c'est plutôt la jeune femme assez anarchique, qui en met de partout, qui laisse aller son grain de folie tout simplement. Et elle va s'occuper de ses enfants, elle va avoir un logement collé à son appartement. Il va y avoir un vieux Père Noël pervers qui est Nicolas Claus, le père et grand-père des enfants que garde notre héroïne. Enfin, c'était vraiment super fun. Et c'est une histoire qui, sous ses airs déjantés, a des thématiques profondes. C'est une histoire très détaillée. Comme d'habitude, Anatrice, elle nous fait des pavés. C'est un roman qui fait à peu près 530 pages, mais personnellement, je l'ai dévoré. Alors certes, il y a quelques longueurs à certains moments, mais moi, j'ai trouvé que ces longueurs, elles permettaient de développer l'atmosphère familiale, elles permettaient de ancrer les relations des protagonistes, mais aussi les thématiques liées aux enfants, liées à la parentalité, que ça touche les relations de notre héros et de son père, ou simplement des enfants avec leur mère biologique, ou de la nounou et des enfants, parce que les enfants ne sont pas faciles, notamment notre adolescent présent dans l'histoire, et celui-ci est assez secret. Notre héroïne va essayer de percer un petit peu la carapace de celui-ci, et on a un roman qui va aussi parler de l'apparence, c'est-à-dire le fait de rentrer ou pas dans des standards de beauté, le regard des autres, le harcèlement. Ça peut être le harcèlement sous toutes ses formes dans le roman. Alors, on n'a pas une thématique. Oh, vous voyez le museau de mon loulou qui est sur mes genoux. Désolée. Ça va, ça va. Désolée, je ne peux rien faire en ce moment sans qu'il soit sur moi. C'est vraiment mon pot de colle. Je pense qu'il sent que mon moral est pas au top tout le temps et que je suis très très anxieuse, du coup il ne me lâche absolument pas. Je vois ton oreille, oh là là. Petit aparté terminé, et on va reprendre un petit peu ce que je vous disais sur le roman. Je ne sais plus où j'en suis. Je disais qu'il y avait des thématiques très très fortes, mais surtout qu'il y avait beaucoup de choses liées à l'humour. Notre héroïne a un humour noir assez particulier. On a des petits moments en famille légers, et quand je vous disais qu'on avait des thématiques fortes sur le harcèlement, on parle de ces sujets-là, mais on n'assiste pas à ça. Voilà, je voulais que ce soit quelque chose d'assez clair, parce que on va dire que c'est une thématique sous-jacente. On a beau avoir des sujets forts, on reste quand même dans de la romance de Noël. Le roman, il possède une atmosphère légère, mais il a aussi tout ce petit côté profondeur. Et ça, c'est ce que j'aime. C'est ce qui m'attire. J'aime quand l'histoire va au fond des choses. Et avec Anatrice, croyez-moi qu'on va toujours au fond. Je me rends compte que cette phrase a une double connotation. Prenez-la dans n'importe quel sens. De toute manière, ça rejoindra un petit peu l'humour de ce roman. Enfin bref. Vous l'aurez compris, j'ai encore passé un chouette moment. Comme d'habitude, les romans de l'autrice sont pour moi des coups de cœur, et je pense que c'est le genre de romance de Noël que je pourrais tout à fait relire, parce que elle est atypique, elle ne ressemble pas aux autres, et elle est loin d'être gnangnan. Allez, je termine mes lectures de décembre après ce deuxième point lecture, puisque je vous en ai déjà publié un ce mois-ci, mais je vais essayer de vous en faire des plus réguliers, en vous parlant du Grimoire d'Elphie, le tome 3 de Audrey Holway, Charles Aleston et Minnie Ludwig. Donc ici on est avec Elphie et ses sœurs, on est dans un bibliobus, ou plutôt libriobus, et là nos héroïnes sont en Alsace, le bus est en panne, et donc elles vont devoir passer les fêtes à cet endroit-là, elles ne pourront pas rejoindre leur famille. Donc on va découvrir vraiment ce lieu. Elphie va se faire de nouvelles amies, et celles-ci sont assez atypiques parce que elles ont des capacités en commun avec la magie de notre héroïne, une magie qui reste tout de même assez subtile, mais on a aussi tout ce qui touche à l'atmosphère de Noël, on a de l'aventure, on a ce petit côté cocooning, ce petit côté hivernal, le petit grain de folie, les disputes entre sœurs, mais aussi une atmosphère familiale, l'amour d'une mère envers son enfant, mais aussi toutes les valeurs qui font que les fêtes sont si précieuses. L'histoire est très simple, mais pourtant ça reste le genre de BD que j'aime lire. J'aime les bandes dessinées jeunesse, j'aime les thématiques légères, ça fait du bien au moral, c'est très agréable,
Et moi personnellement, je me délecte avec ce genre de bande dessinée. Les graphismes sont absolument sublimes. C'est pareil, je vous fais pas d'insert parce qu'on est sur un tome 3 et je ne veux pas spoiler, mais je vous montre un petit peu la colométrie, un petit peu, vous voyez, on a les graphismes qui mettent en avant vraiment ce petit côté de petit village alsacien avec les couleurs, mais aussi le petit côté féerique, le petit côté magique avec la maison qui ressemble aux maisons au pain d'épices dont on parle souvent dans tout ce qui touche à Noël, les choses comme ça. Enfin, c'était trop chouette, c'était incroyable, c'est empreint de douceur et de bienveillance. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture. Le prochain concernera des lectures de cette année 2023 parce que là, je crois que je vous ai parlé des derniers livres que j'ai pu lire en 2022. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres en commentaire ou s'il y en a qui vous tentent ou tout simplement à me laisser un petit smiley pour mettre une petite trace de votre passage. Ça me fait toujours plaisir et c'est surtout le moyen que vous avez de me soutenir, le moyen le plus simple et voilà, je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.